Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h GMT. L'année 2020 restera sans conteste une année marquée par le Covid-19. Cette pandémie arrivée au Cameroun par air, c'est-à-dire par avion, a contraint le gouvernement à mettre sur pied une batterie de mesures visant à limiter la propagation du virus. 9 mois après, et alors que l'on parle d'une seconde vague de contamination due à l'apparition d'une souche mutante du coronavirus, au Cameroun, par contre, ce sont les scandales liés à la gestion des fonds Covid qui semblent préoccuper. Cette pandémie n'a pour autant pas empêché les Camerounais de continuer à subir les affres de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des forces de défense, des civils et en ce troisième trimestre de l'année 2020, des élèves innocents sont tombés du fait de cette crise qui perdure. C'est aussi pour cette raison que certaines formations politiques ont refusé de participer aux joutes électorales 2020. C'était le double scrutin municipal et législatif en février et tout récemment les régionales pour, disait-on, parachever le processus de décentralisation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Entre Covid, élections et nos zones nord-ouest et sud-ouest 2020, que retenir? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité un plateau Linus Fogab. Bonsoir Linus. Mon très cher frère Serge Alain, bonsoir. Mes interminables salutations à tous. Je voudrais dire un bonsoir aux téléspectateurs fidèles d'Equinox Soir, dire un bonsoir aux copanélistes ici présents et réitérer une fois encore que la télévision Equinox fait un travail extrêmement important, un travail d'éducation des masses, un travail d'information, un travail même de formation. Et c'est pour ça que j'avais dit sur ce plateau la fois dernière qu'au-delà du média, Equinox est devenu une institution. Et je voudrais le réitérer et le réaffirmer. Au-delà de ça, je voudrais passer un bonsoir particulier au maire de la ville de Tchang, M. Jackie Kemle, qui fait un travail on ne peut plus remarquable de ce côté-là. Je voudrais aussi dire un bonsoir au préfet de la ville de Tchang, et qui, dans le secteur de la sécurité, abat un travail extrêmement important. Vous savez que Tchang est très proche de la zone du nord-ouest, en passant par les Bialem, et du sud-ouest autant pour moi. Donc, je voudrais vous rassurer que ce monsieur abat un travail on ne peut plus remarquable de ce côté. Donc je lui dis bonsoir et bonne année par anticipation. Voilà. Éric Yambi, bonsoir. Bonsoir aux copanélistes. Permettez également que je pense à 4 personnes. Il s'agit de l'homme Peggy qui est en France, il s'agit de Jackie Afayensa, il s'agit également de Michael Chokoyam et évidemment des inconditionnels d'Equinox Soir. Et la 4e personne est un soldat, quelqu'un qui est au front depuis plus de 10 ans maintenant. Il a fait toutes les récentes guerres, Bakassi, Boko Haram à l'extrême nord et présentement nord-ouest et sud-ouest. Bonsoir à ce jeune capitaine désormais commandant. Je ne citerai pas son nom, il se reconnaît. Bonsoir soldat. Et pourquoi vous avez cité les autres? S'ils pouvaient se reconnaître aussi. Il fait du bon travail, c'est mieux qu'il reste l'homme de l'ombre, c'est mieux. Akwa Nadia, good evening. Good evening Mr. Sech, bonsoir à mes co-panélistes. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Je voudrais aussi saluer tous les militants du PCRN, surtout ceux de la diaspora, parce que je suis vice-président des Ladies de la diaspora. Donc je voudrais les saluer parce que les Ladies de la diaspora font du grand boulot. Nous sommes en pleine implantation. Et bon, je voudrais les orienter et les encourager pour le travail qu'ils sont en train d'abattre dans la diaspora. Je voudrais aussi apporter mon soutien à ceux qui ont été victimes de l'accident
de Dikiminiki. Je voudrais vraiment appeler à tout le monde de faire un geste comme le maire de Djombe Penda qui a fait un geste humanitaire, et le PCRN c'est un parti qui met l'humain au centre de tout ce qu'ils font, donc je pense que le PCRN fera quelque chose. Et je voudrais aussi dire bonne année à tout le plateau de ce soir, parce que je vais vous dire, Monsieur Serge, l'année 2020 a été une année très difficile pour tout le Cameroun. Donc être en vie, pour moi, c'est un acquis dans cette année. C'était très difficile. Et je nous félicite parce que nous sommes en vie. Merci beaucoup. Voilà, l'autre qui est en vie, c'est Maître Fabien Cligné. Bonsoir, Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers copanélistes. Je voudrais dire un bonsoir particulier. Madame Baouen a dit que j'ai observé à la télé, je crois, une première fois, et que j'avais été un tout petit peu choqué pour les... Donc vous nous parlez de Baouen, Nadia? Oui, tout à fait. Oui. Je crois que j'ai bien... Qui est sur ce plateau? J'ai bien retenu son nom. Je voudrais lui adresser mes salutations particulières naturellement à Reyumbi et bien entendu à M. Faupa, dont je ne savais pas qu'il était même... la main noire dont je suis originaire, encore que les origines ne construisent pas une république. Cela dit, Serge Alain a maintenu au thème de ce soir. Je suis un tout petit en peine. Je voudrais d'abord dire merci à Equinox. Le concept de millions de spectateurs passe de plus en plus dans tous les plateaux de télévision. Mais à mon humble avis, je pense que le peuple camerounais vous a suffisamment adopté sur ce plan. Je voudrais en profiter pour dire en cette fin d'année, merci pour tout ce que vous faites pour le peuple camerounais. Et non sans passer, si vous le permettez, sur le martyre que traversent mes camarades du MNC, dont je voudrais citer le professeur Alain Foguetedom, Bobine Sac, qui croupissent aujourd'hui dans les geôles après avoir traduit au tribunal militaire qui est devenu aujourd'hui de manière sacramentale le tribunal du droit commun, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Il y a certainement un copanéliste qui vous a manqué depuis un certain temps, M. Savon Béas, que les téléspectateurs appréciaient très bien. Je voudrais savoir pourquoi il est en brigade aujourd'hui. J'ai commencé par Madame Nadie. Voyez-vous, il y a l'un de vos membres qui aujourd'hui semble être devenu la coqueluche de la politique. Nous sommes tous des frères. On n'a pas besoin de toutes ces guerres fratricides dont le Cameroun est victime. Aujourd'hui, soyons un tout petit peu humains en cette veille, l'année 2001, qui commence, et ce sera justice pour tout le peuple camerounais. Ok. Merci. On va continuer les présentations. Nous prenons tout de suite la direction. Vous l'avez sûrement vu pendant cette période Covid, la première phase, on va le dire comme ça. On va prendre la direction du New Jersey où nous attend le docteur Jean-Marie Tuété. Bonsoir, docteur. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde qui prie pour nous là-bas, pour qu'on puisse survivre ces temps très très difficiles pour l'humanité. Voilà, docteur, vous êtes spécialiste en pneumologie et soins critiques à l'unité de soins intensifs Cooper University Hospital Camden dans le New Jersey. Dites-moi, aujourd'hui, on parle, comme je l'ai dit, on vous a découvert lors de la première vague, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, l'actualité, c'est le vaccin. Dites-nous, pourquoi tant de polémiques? Qu'est-ce qui fait problème par rapport au vaccin? C'est le temps mis, 6 mois pour mettre sur pied un vaccin. Pourquoi toute cette polémique autour du vaccin sur Covid? Alors, les gens devraient plutôt accueillir ça avec applaudir, je veux dire. Voilà, je vais vous dire pour commencer que je pense que le plan de déroulement de mise sur pied du vaccin n'avait pas été assez expliqué au public, ce qui a créé des suspicions. Donc, vous voyez, par le passé, je dirais les ambitions légitimes, n'est-ce pas, de savoir
et les soucis d'ordre sanitaire ont sûrement amené l'homme à chercher à parfaire sa propre connaissance. On a atteint cet objectif par le passé de manière très empirique. Et en 1796, le premier vaccin qui était contre le poste, je veux dire, avait été découvert en Angleterre. Et les gens l'ont adopté parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Il s'ensuit que quand vous et moi on était au lycée, on savait qu'il y avait 3 catégories de vaccins seulement. Ce qu'on appelle le live vaccine, c'est-à-dire dans lequel le virus est atténué, mais vit. Donc, est capable de, n'est-ce pas, de produire des antigènes qui nous permettent de nous préparer en cas de défense nécessaire. Tel est le cas, par exemple, de la varicelle. Il y a eu le vaccin qu'on appelait le vaccin inactivé, dans lequel le virus est tué, mais est encore capable, n'est-ce pas, de nous produire quelques protéines qui nous permettent de nous défendre. Il y a le troisième cas qu'on appelait subunit vaccine, c'est-à-dire que c'est une petite partie du gène qu'on a pris et qu'on a faiblement, qu'on a diminué la compétence et on inocule. Ça nous permet encore de nous protéger. Donc, on est habitué parce que tous ces vaccins donc, vont créer des réactions liées à la maladie. On prend tout le temps nécessaire, n'est-ce pas, pour tester ces vaccins sur les animaux et puis sur les êtres humains avant de le mettre à disposition du public. C'est cela qui explique le long temps qu'on a traditionnellement connu pour la fabrication et la mise sur le marché des vaccins. Seulement, voyez-vous, comme je l'ai dit plus haut, nous avons cherché à parfaire notre propre connaissance. Les sciences biomédicales ont beaucoup grandi. Il y a des avancées technologiques qui ont permis maintenant de créer un 4e type de thérapeutique, je veux dire de vaccin, qu'on appelle les vaccins nucléiques, qui en réalité n'a rien à voir avec le gène qu'on prend du microbe. On ne prend rien sur le microbe. Donc on copie l'information génétique et on injecte ça. Chez moi, par exemple, j'ai pris le vaccin hier, on m'injecte ça, ça va dans ma cellule nucléaire. Donc, il y a ce qu'on appelle une transcription, c'est-à-dire qu'on envoie l'information dans mon ribosome pour dire, en cas où ce monsieur est attaqué, voilà quelle protéine il faut lui donner pour se défendre. Ces recherches étaient déjà des recherches en cours, justement par Biotech, qui a trop avancé, qui a fait le vaccin avec Pfizer. Donc, c'était des recherches qui étaient déjà très, très avancées dans la recherche thérapeutique pour le cancer. Donc, ça fait que quand le Covid vient, faute de moyens, et on n'a pas assez de temps pour attendre, pour créer un vaccin qui suit la chaîne traditionnelle, donc les chercheurs ont dit, alors pourquoi ne pas essayer ce qu'on sait déjà? C'est-à-dire qu'on est capable donc de copier et de garder en donnant une information pour ce qu'on appelle la transcription de l'information. Donc, on était déjà à un stade très, très avancé dans ce domaine-là. Ça fait donc quand le Covid vient, on va donc prendre, c'est comme si vous partez à Douala, au lieu de partant de Yaoundé, au lieu de quitter, le temps n'est plus Douala-Yaoundé, mais le temps est Boum-Niobé-Yaoundé. Parce que vous avez déjà fait la moitié du parcours. C'est ce qui explique que ce vaccin est arrivé en moins d'1 an. Okay. Le reproche que je fais au monde scientifique, c'est de n'avoir pas pris le temps à éduquer la population pour dire voilà pourquoi ce vaccin arrive en un temps si court. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'explique pas aux gens que ce vaccin n'a rien à voir avec le génome naturel du virus. Le vaccin du Moderna a utilisé ce qu'on appelle le DNN vaccine, c'est-à-dire ça utilise l'information de l'ADN. Excusez-moi de confondre les deux langues. Ça suit l'information de l'ADN pour donner donc cette information à l'ARN qui va donc faire ce que j'ai appelé la transcription c'est-à-dire copier, garder l'information et agir en cas de besoin. Le vaccin de Pfizer, lui, il a utilisé plutôt l'ARN directement. Donc, c'est cette mauvaise compréhension, justement, de la complexité de l'avancée biomédicale qui fait que chacun se lève et donne n'importe quelle information
et publie n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ça se multiplie comme le feu de brousse en réalité. Ça, c'est mon avis à moi. Ok, merci. On retient que vous avez pris votre dose hier, le docteur. Vous êtes désormais vacciné contre Covid-19. Non, il faut se dire, justement, ça se fait en 2 doses. Donc, nous, on a pris un vaccin hier, on va prendre le deuxième dans à peu près 21 jours, à peu près, pour les 2 cas. Parce que vous êtes personnel de santé, c'est bien cela? Parce qu'on est personne de santé, mais ce n'était pas obligatoire. Mais moi, je vais dire, tout le monde, moi, je vais dire, parce que j'étais au début et pendant et après cette maladie, j'étais au front. C'est tous les soirs, tous mes patients, maintenant, sont à presque 95% des malades de Covid. Si vous avez vu un malade de Covid dans la situation assez critique, je veux dire la phase terminale de la maladie, vous n'hésiterez pas un seul instant à prendre ce vaccin. C'est une maladie extrêmement complexe. Personne ne comprend le fonctionnement. On a beau dire, on donne le traitement. Il n'y a rien qui est garanti quand vous avez cette maladie. Donc, s'il y a possibilité de le prendre, moi je conseillerais à tout le monde de le prendre pour avoir vu les effets incroyables, intolérants de cette maladie. Ok, merci. On a vu le président élu Joe Biden se voir administrer ce vaccin par une Camerounaise, une américaine d'origine camerounaise. Oui, c'est une fierté pour vous là-bas? Oui, docteur Massé était l'une, pour ceux qui étaient au lycée avec nous, qui ont connu le groupe Rumba, je pense qu'elle était l'une très proche à ce groupe-là, qui chantait les Bambambé à l'époque. Ouais. Ok, docteur, on revient à vous dans un instant, le temps de venir sur le plateau. Dites-moi, Éric Yombi, vous comprenez tout ce discours autour du vaccin? Les Africains sont un peu réticents. Oui, moi je comprends les explications données par le médecin. Mais moi, en tant qu'internationaliste, j'ai une autre lecture de la chose. Pendant que les Américains, en tout cas les Occidentaux, essayent de mettre sur pied un vaccin, la question est celle-ci. Où sont les Africains dans tout ça? Est-ce que les Africains sont capables de mettre en route leur pharmacopée, s'affirmer avec leur pharmacopée, afin d'être une véritable réponse concernant le coronavirus? C'est ça la question. Aujourd'hui, il sera difficile pour les Occidentaux de dire, à partir du moment où ce vaccin sera mis en place, ça va constituer un énorme business, notamment à l'égard de l'Afrique. Vous savez sans doute, l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu plus d'1,3 milliard d'habitants. 2050, ce sera 2 milliards d'habitants. La vérité, c'est que c'est un énorme business. La preuve, il y a énormément de laboratoires qui, j'ai envie de dire, qui ont une énorme bagarre et qui savent très bien qu'il y a une masse d'argent qui sera générée par tout ça. Et il faut bien qu'on s'en accapare. La vérité aujourd'hui, et il faut qu'on se pose la vraie question, nous y reviendrons. Qu'est-ce que les Africains sont capables de faire, se fondant sur leurs acquis afin de conquérir ce qui leur revient? Nous avons vu ce qui a été présenté par Madagascar avec l'Artemisia. Nous avons vu ce que beaucoup de Camerounais ont produit. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Pourquoi tout d'un coup il y a un silence? Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en route ce qu'il faudrait afin que désormais nous puissions être utiles pour soigner les siens et éventuellement les autres? Je vais rappeler ici à ceux qui ne savent pas. Dans la réponse multiple sectorielle que le Cameroun a mise en place concernant la lutte contre la Covid-19, il y a 5 piliers et parmi ces 5 piliers, il y a la recherche et innovation. Recherche et innovation. Concernant cet aspect, qu'est-ce qu'on met dedans? Que peut faire le gouvernement? Que doit-il faire? Avec qui? Je crois savoir que le Premier ministre, en l'occurrence, a reçu énormément de chercheurs, mais où est-ce qu'on en est? Nous voudrions avoir une réponse camerounaise et africaine par rapport à tout ce qui se passe. Mais pour le moment, c'est le vide absolu. Alors, donc, je comprends très bien le docteur, oui. Tout à fait, mais je souhaiterais, il serait de bon ton que le Cameroun, pourquoi pas les Africains, aient une réponse africaine en ce qui concerne évidemment ce virus. Voilà, je me retourne vers le panafricaniste Linus Fogab. Pour vous, il faut que mais je crois que les Africains, parce que vous suivez Monseigneur Cléda, pour sûr de lui, il l'a dit à plusieurs reprises qu'il a vaincu le coronavirus. Mon très cher frère Serge Alain, vous faites bien de dire que je suis un panafricaniste. Effectivement, je le suis. Et l'un de nos maîtres, en la personne... Que dit l'Afrique par rapport à ce vaccin? J'en viens.
l'un de nos maîtres, à la personne de Joseph Tchundjiampoumi, disait en son temps que la question de l'économie, notamment de la monnaie, est très importante pour qu'on la confie exclusivement aux mains des économistes, parce qu'elle fait partie de notre vie. Je voudrais le paraphraser ce soir pour dire que la question de la santé est extrêmement importante pour qu'on l'abandonne exclusivement dans les mains des médecins. Moi, je comprends ce que dit le docteur de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est dans un carcan, si je puis m'exprimer ainsi. Il est embrigadé dans ça et il ne peut que répéter ce catéchisme-là. C'est un catéchisme médical. Je vais vous dire, Serge Alain, l'obligation vaccinale qui se profile à l'horizon est une dérive liberticide qui ne dit pas son nom. Donc vous pensez qu'à court terme, on va contraindre les Africains à se vacciner, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Ils sont dans une subtilité qui ne dit pas son nom. Et ils vont nous contraindre. Et on s'achemine vers là. C'est-à-dire qu'on veut nous contraindre obligatoirement à nous vacciner. Et vous verrez, nous sommes là. Et donc, quand je l'ai dit, je voudrais vous faire remarquer que la fois dernière, j'ai fait allusion ici à la théorie du complot. Beaucoup de gens me disent, non, vous voyez le complot partout, vous êtes... Mais pour nous autres, qui lisons un peu, j'ai pris le temps de lire un célèbre ouvrage de Suzanne Georges, dont le titre est important, le rapport Lugano. J'invite nos téléspectateurs, parce que cette émission est pédagogique, je les invite à aller lire ce livre. Ils vont comprendre le projet de réduction de la population mondiale qui se dessine. Le frère Eric Yumbi tout à l'heure a parlé dans une dimension prospectiviste, en disant que d'ici 2050, l'Afrique sera peuplée de 2 milliards. C'est un potentiel marché, il a dit. Mais je veux vous dire que la démographie de l'Afrique ne plaît pas à tout le monde. Cette démographie-là ne plaît pas à tout le monde. Et je voudrais encore ici vous demander d'aller lire un autre livre. Cette fois-ci, le rapport de la CIA. Ce sont des ouvrages que nous avons lus. Donc, quand nous parlons de la théorie du complot, on ne parle pas en l'air. On s'appuie sur un certain nombre d'éléments vérifiés et vérifiables. Donc, si les gens veulent s'inscrire dans une dimension de vaccin, qu'ils y aillent. Mais qu'on n'oblige pas les gens à se vacciner. L'obligation vaccinale ne doit pas exister. Nous devons être libres. Vous avez vu la fois dernière, sur le reportage d'Equinox Soir, un individu qui sortait de nulle part, qui allait se présenter dans un établissement et qui voulait faire vacciner des gens obligatoirement. Comment est-ce qu'on explique ça? Pourquoi vouloir faire vacciner les gens obligatoirement? Des enfants, dessus quoi? Toujours dans ce rapport, il y a une question de réduction de la population mondiale en rapport avec on veut stériliser. Je ne sais pas, ils ont employé un terme là qui m'échappe, c'est-à-dire qu'ils cherchent à empêcher les femmes à procréer davantage à travers ces vaccins. Et les hommes aussi. Tout ça, ce sont des projets. Et donc, quand moi je regarde ça, en tant que souverainiste, en tant que nationaliste et surtout panafricaniste invétéré, je dis les gens doivent se méfier un tout petit peu. Et c'est ça mon analyse. Ok, Nadia, l'Afrique face au vaccin. Well, Mr. Sesh, when I listened to the doctor, when I listened to him keenly, I discovered that there was a little bit of controversy to what he said, because he said that the test administered there has nothing to do with the COVID-19 virus. He said it's a problem of DNA, because the test that was administered was a thing of DNA, and he just decided to take it because he said the effects were positive according to him. But now my question is, they are trying to bring it in Africa. Is it that the same vaccine which they took there, will it be the same they'll bring to Africa? That's the problem. Because we always have these people, they always get the first class things and Africans have the second class.
That's the truth. So now Africans are no longer the same as they used to classify us as, we are animals, we are monkeys. Africans have become wise, we have become awakening, and we still believe in our natural resources, which we have our dim forests, which we have, artificial and traditional drugs. Africans naturally have this powerful DNA which can, probably fight against the diseases, because we saw that those in the US or in the diaspora, they die mostly of this disease, but the numbers of death in Africa are being reduced. Now, is it that Africans are different from them? Yes, because we have a strong DNA that can fight against this. We have the food we take, which are natural. They work greatly against this thing. We can call them antivirus that works against this COVID-19 disease. So I believe that Africans have all what it takes to deliver themselves from this COVID-19. We had the eminent Cleda who came out with a drug, which really helped. But the government, with what they are, they always have their way because they listen to the France, which is, is their colonial master. Non, le président, le 19 mai, a encouragé tous ces efforts faits par les Camerounais. Donc, yes, he encouraged, but is it that when you come and say it with your mouth, is it what is done? No. When you say it, put it in action, because I really have a problem with the regime in Cameroon. Whatever they say, it is not what they do. They do not work. They always do the opposite of what they say. So to me, it's just a window dressing. So I want to say that Cameroonians have what it takes, our traditional drugs, which can help us during this COVID-19 crisis that came the first rank. We saw how Africans went in for their traditional drugs, and it worked for them. And so to me, I think there's also a problem with education. If these people can educate the Africans to the positiveness of their vaccine, it will help. But the problem is they should not forcefully make people take this vaccine. It is a free will. It is a free will. If I think this thing will work for me, I can go for it. The doctor said he decided to go for it because they don't force them. But why do they want to force us here? Are we dogs? Are we foolish? Are we animals? Africans are no longer the same. We are intelligent. We are wise. We have our natural forests that can help us with our natural drugs to fight against this COVID-19. Voilà, Maître Fabien Kenyé, au début de la pandémie, on sait qu'on avait prédit l'hécatombe, entre guillemets, pour l'Afrique. On a vu comment l'Afrique a su résister à cette pandémie aujourd'hui. Vous pouvez dire comme ça que l'Afrique n'a pas besoin du vaccin? Ces gens-là, je dois avouer que vous avez lu dans ma pensée autrement. Bien évidemment, j'étais sur votre plateau, nous avons discuté de ce que on pensait que du fait de nos manques d'infrastructures sanitaires, du fait du manque de plateaux techniques, l'hécatombe n'allait pas arriver à... L'hécatombe devait avoir son siège ou son lit en Afrique. Tel n'a pas été le cas. Même les experts les plus aguerris en médecine ne parviennent pas à l'expliquer. Vous savez, lorsque nous tenons un discours en public, nous devons faire beaucoup attention parce que nous procédons de par les médias à l'éducation de masse. Et je crois que c'est la meilleure tribune pour la société. Je dois avouer que jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu la voix de nos gouvernants en ce qui concerne cette recherche sur la nécessité ou l'impact ou les effets secondaires sur les vaccins qui sont en train d'être administrés et dont les pays les plus aguerris que nous en matière de médecine ou en matière de recherche ont adopté. Ne portons pas les vestes comme nous les abordons ici, ne portons pas les tissus que nous abordons ici pour critiquer les gens n'importe comment. Sur votre première observation, il s'est trouvé à la fin que l'hécatombe prédit en ce qui concerne les Africains n'a pas eu lieu. Je peux donner du crédit à notre pharmacopée sans expliquer. Moi, je suis un juriste, je suis avocat. Mon bistouri ou mes instruments
du travail, pour faire un parallèle avec la médecine, ce sont les faits, ce sont les actes qui se passent après. Et je voudrais faire une digression. Quand je me rends compte que c'est vous qui avez permis à plus d'un Camerounais, à l'homme de l'extérieur, nous espérons que nous avons à l'extérieur, qui n'ont pas la possibilité de venir ici exprimer leur talent, que c'est vous qui avez permis de comprendre ce que c'est que cette pandémie de coronavirus, nous devons un peu avoir un tout petit peu de modestie. Ayons le patriotisme un peu humble. Nous n'avons rien apporté jusqu'aujourd'hui à la recherche. En dehors de la proposition gouvernementale de consommer du Fevagrasses et de la chauve-souris, sincèrement, lorsque nous avons des experts sur un domaine, le monde s'est globalisé. Nous sommes dans un monde, le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Je ne peux pas comprendre que nous, sur ce plateau, nous en venions à dire que l'Afrique a sa propre thérapeutique. Alors, et surtout, que dans tous les laboratoires qui sont aujourd'hui encensés, aucun ne se trouve en Afrique. Sauf si je me trompe. Ça va au-delà de tout. Qu'est-ce que l'Afrique a déjà inventé en termes de médecine qui peut être breveté? Et voyez-vous, ça m'amène à une autre question simple. Par rapport à cette pandémie, qu'est-ce que le Cameroun a fait? Qu'est-ce que nos gouvernants ont fait jusqu'à présent, Serge Alain? Qu'est-ce que nos gouvernants ont fait jusqu'aujourd'hui? En dehors de l'enquête qui est aujourd'hui prescrite par le Conseil l'audit des fonds. De l'audit des fonds, Oui, fonds Covid. Qui nous ont été destinés. C'est de ça que nous devons parler. Peut-être pour qu'à la fin, si nous trouvons que nous n'avons pas bien géré cette pandémie, qu'on puisse recueillir des fonds pour aller de l'avant. Pour ce qui me concerne, j'ai fait foi en l'absence de tout autre élément, de tout autre fait qu'on me donne, à ce que l'international nous renvoie aujourd'hui. Il faut que l'Afrique cesse de se victimiser et renvoie au Conseil des Nations ce qu'il est capable de faire. Voyez-vous, avant, il me semble qu'au niveau international, on ne va pas parler du Cameroun n'importe comment. Qu'est-ce que nous avons inventé? Qu'est-ce que nous gens disent aujourd'hui par rapport au vaccin là? Sur les conséquences, sur l'opportunité de nous inaugurer ce vaccin ou des conséquences qui peuvent s'en suivre. Nous n'avons jusqu'à présent rien. Sincèrement, je suggère autant que cela est possible que les Camerounais puissent se les faire inoculer. Si tout le monde va mourir, nous mourrons tous. Parce que, je voudrais le dire, la Covid-19, on dit le Covid-19, finalement on ne sait pas ce qu'on retient au niveau de l'expression langagère. Ce sont eux qui a permis. Ce sont eux qui décident. Ce sont eux. Merci bien de me le dire. Merci bien de me le dire. Pourquoi est-ce qu'ils devraient décider en mon lieu et place? Je veux dire que finalement, à travers cette Covid ou ce Covid, nous sommes rendus compte que nous sommes tous égaux devant l'insignifiance qu'aura été ce virus invisible. Et je ne voudrais pas terminer sans évoquer l'initiative suivie Cameroun, à laquelle a adhéré tous les Camerounais, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'extérieur. L'initiative prise par son excellent le professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, qui a mis à sa tête le président Penda Ekoka, qui a bien voulu l'accepter et dont le bilan est aujourd'hui extrêmement positif et exprime la légitimité. On devrait tourner la page pour ne plus épiloguer sur ce genre
des choses qui ne nous servent à rien. Sur des querelles de supériorité entre l'Africain, l'Européen, l'Asiatique et tout. Il faudra bien que sur le commissaire des Nations, que l'Africain en revendiquant quelque droit que ce soit, dise ce qu'il a mis sur la table. Nous avons pratiquement aujourd'hui près de 60 000, si je ne me trompe pas, les nazis peut-être pas me contredire, 60 000 médecins qui offrent leurs services ailleurs. Pourquoi est-ce que ces médecins ne viennent pas mettre leurs services au niveau du Cameroun? Mon très cher frère Serge Alain, vous ne m'avez jamais rien refusé. Ah bon? Oui. Allez-y. Permettez-moi de dire rapidement que le frère Eric Yumbi, tout comme Maître Kenyé, ont tour à tour évoqué une question extrêmement importante. La question du mimétisme, ce mimétisme peu attrayant dont nous sommes tout le temps conviés. C'est-à-dire qu'en Europe, on parle de deuxième vague, directement nos gouvernants parlent de deuxième vague. C'est-à-dire que pourquoi c'est impossible? Les avions, les mouvements continuent. Non, c'est une répétition. C'est-à-dire que cela est observé dans tous les domaines. On est toujours en train de suivre ces gens, comme des moutons. Et ce suivisme pathologique, me dérange personnellement. Vous savez, quand on prétend avoir un certain nombre de responsabilités ou un certain niveau, on doit pouvoir avoir un niveau de langue qui soit en phase avec les responsabilités qu'on a. Tout à l'heure, Maître Kenya a parlé du Fipangras, des sauves-souris, des choses comme ça. Ça fait rire. Mais ce sont des questions extrêmement importantes que nous devons évoquer. Aucun pays sérieux de ce monde ne peut se développer sans la recherche et la science. Aucun. Regardez tous ces pays qui se sont développés. Les États-Unis, la France, la Corée, tout ça. Vous verrez au fond, même juste à côté de nous ici, le Rwanda, qui est en train d'amorcer un processus de développement incroyable. Vous allez voir au fond que ce n'est pas la science. C'est la science qui libère un peuple de l'obscurantisme et de la domination. Ce sont les bienfaits de la science. Nous sommes dans un pays où on a consacré tout un ministère en ce qui concerne la recherche scientifique et l'innovation. Vous allez peut-être croire que c'est une fixation, mais c'est quelque chose qui me sidère. Parce qu'à l'absence de la science, on ne peut amorcer aucun processus de développement. Croyez-moi. Cela n'est pas faisable. Donc quand vous voyez des gens qui ont des responsabilités au niveau scientifique et qui ont ce niveau de langue-là, qui sont dans des affaires de quartier, permettez-moi de le dire, ça n'honore pas le Cameroun, le grand Cameroun. Les Camerounais sont respectés à l'extérieur, Serge Alain. Moi j'ai eu la petite chance de voyager un peu. Je sais quelle est l'honorabilité et la respectabilité qu'on donne aux Camerounais. Mais quand on regarde de l'extérieur et on voit des gens qui sont à des postes extrêmement importants et qui versent dans de telles déclarations, qui sont dans une improductivité, à nul autre pareil, mais il faut questionner ça. Il faut même dénoncer ça. Et c'est ce que moi je fais ce soir. Pour dire encore une fois que si nous voulons véritablement nous mettre dans le sens du développement et de l'avenir de notre pays, nous devons sortir des récompenses politiques pour véritablement nous situer dans un sens où nous allons mettre à la place où il faut des gens qu'il faut. Yes, when I listened to the lawyer, he spoke about that Cameroonians or Africans have proposed nothing. When we come to Cameroon, because we're talking about Cameroon, when we come to Cameroon, we saw His Eminence Simon Kleda, who came out with a drug, and the Cameroon government refused to legalize it. It means the Cameroon government or the African government kills his own talents. Nous sommes d'accord. Yes, it kills his own talent. So you will not tell me that we have brought nothing. Si on a des gouvernements qui ne proposent rien au Conseil des Nations, parce que quand vous évoquez Kleda, cela s'est démontré qu'il doit presque soigner les malades de Covid avec des succès retentissants. Mais qu'est-ce que nos gouvernants ont fait par rapport à ça au Conseil des Nations? Okay, as I was saying, the African and whatever they are, they have a way of killing their own talents. It is a true fact. And to tell you that this COVID-19 and the air in Cameroon, I believe that the Cameroon government knows what they are doing, because at the end of the day, it is un champ de cacao pour beaucoup. Moi, je vais toujours utiliser le terme un champ de cacao parce que quoi? Si
ils acceptaient, parce que les Camerounais, we have great researchers, we have children who have gone to school, and they are willing, and we have researchers who have gone to school, and maybe they have brought proposals to the government, and yet they keep refusing. Why? Because they have secondary aims. Because at the end of the day, you will see what the budget allocated for this COVID-19 vaccine. You will hear the money that will come out, and yourself, you'll be astonished. So I believe that Africans always have a way of killing their talents, and you know, they are always to the aspect that it's our colonial masters. Cameroon is not independent to me. Ok. Yeah. Éric Yambi, le vaccin, il est le bienvenu à côté de notre pharmacopée traditionnelle. Je vais répondre à votre question en faisant déjà un clin d'œil à Maître Kenyé. Oui. Maître Kenyé, je suis enseignant, je suis écrivain, je suis très content de l'être. Lorsqu'il existe des minuscules dynamiques au Cameroun et en Afrique concernant l'avancée de notre pays et de notre continent, j'ai l'obligation de rendre hommage à ces gens. Vous ne pouvez pas venir dire sur un plateau, moi je suis présent pour dire que qu'est-ce que le Cameroun a déjà fait évoluer. C'est ça. C'est un peu comme si vous avez insulté l'intelligence des Camerounais, ou alors, je termine, ou alors ces personnes qui travaillent au quotidien, qui ne sont pas souvent reconnues par leur État. Je convoque ici, ambassade, je convoque ici évidemment. Je parle donc de ces gouvernants qui ne reconnaissent pas ce travail-là. Je ne parle. Je ne dis pas que les Camerounais ne font rien. Quand bien on aura fait quelque chose, il faut le porter au Conseil des Nations pour qu'on le sache, de manière légitime. Donc nous sommes en face, s'il vous plaît. Monsieur Yambi, l'internationaliste et ami personnel, je peux avoir cette prétention. Nous sommes en République. Merci. Nous sommes en République. Nous avons l'obligation de. Je ne parle pas des individualités. Je parle de ce que nos gouvernants en font, en dehors de leur propre personnalité. Je convoque ici Arthur Zang, qui a créé évidemment le cardiopad. Pour ceux qui ne savent pas, le cardiopad est un appareil qui permet de déceler les signes prémonitoires de l'AVC. Sous-entendu qu'au Cameroun, plus de 400 000 personnes décèdent d'AVC au Cameroun. Je convoque ici là d'autres Camerounais qui ont créé d'autres applications, entre autres. Célébrons ces personnes. En même temps, je suis d'accord avec vous que le gouvernement devrait faire mieux. Et c'est ce que nous disons ici. Mais nous avons également l'obligation de célébrer nos talents. Oui. Nous avons l'obligation de célébrer nos compatriotes que nous voyons à l'étranger qui font un travail extraordinaire. Donc, en tant qu'enseignant, en tant qu'écrivain, en tant que Camerounais et citoyen tout court, j'ai l'obligation de parler de cela. Pour répondre à votre question, un vaccin, il est le bienvenu. Un vaccin africain, pour moi, ce sera encore mieux. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans un monde où la plupart de tout ce que nous faisons est business, parce que c'est le capitalisme. Ce vaccin reviendra en Afrique tel qu'il est fabriqué là-bas sous d'autres formes, sous forme de dons, mais ce qui est sûr, c'est que l'argent va circuler quelque part. Et moi, je suis dans cette perspective africaniste ou alors panafricaniste qui veut que c'est l'Afrique qui doit d'abord être maîtresse de la production de la richesse. C'est ça ma perspective. C'est pour ça que ici, je souhaiterais que le gouvernement se secoue, qu'il se mouille, qu'il mobilise ses enfants pour que, évidemment, nous puissions attraper notre part. Voilà aujourd'hui Pfizer. D'accord? Peut-être ce sera Glaxo demain. Ils sont sur une masse d'argent qu'ils vont gérer avec ce vaccin. Et aujourd'hui, nous, on va le consommer, on va le commander. On va créer de la richesse, on va, j'ai envie de dire, consolider la richesse des autres. Moi, ma perspective est simple, que les Africains soient au centre de leur développement, qu'ils soient la projection de leur développement et qu'ils mettent dans ce développement leur culturalité, ce que nous sommes. Vous savez, lorsque vous allez dans un pays comme le Ghana, ils n'ont pas de mal à administrer certains produits qu'on peut qualifier de traditionnels. Qu'est-ce que le Cameroun attend? Regardons-nous et disons-nous les choses qui nous permettraient d'avancer. Asseyons-nous, voyons dans quelle mesure on peut regrouper les intelligences camerounaises pour faire en sorte que sur ce plan de la santé, dans le domaine de la santé, que les choses aillent pour le mieux. Malheureusement, le Cameroun est dans une dynamique où lorsqu'un Camerounais regarde un Camerounais en ce moment, le Camerounais voit le Bassa ou voit le Bamileke, au lieu de voir un citoyen camerounais. Nous devons résoudre beaucoup de problèmes en même temps. Mais toujours est-il que ces questions sont sur la table. Ce n'est pas parce qu'elles sont difficiles qu'on doit se taire. Et c'est même parce que c'est difficile qu'on doit s'attaquer à cela frontalement. Voilà, justement, cette pandémie, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, est intervenue alors que ça fait 4 ans déjà que ça crépite les armes au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Mon très cher frère Serge Alain, avant de revenir sur la question du nord-ouest et du sud-ouest dont vous évoquez tout à l'heure,
je voudrais dire que mon grand frère, Eric, que j'aime bien, est entré tout à l'heure dans une fausse polémique. La fausse polémique part de ce que, en réalité, ce que Maître a dit n'est pas différent de ce qu'il vient de dire. Merci. Pour dire que quand il dit qu'on ne fait rien, ce n'est pas pour dire que les Camerounais, pris individuellement, ne font rien. Lui-même, il a cité le cas de Tunzan. Ils sont nombreux. Il y a un jeune frère au nom de Serge Amendidjou avec son agence universitaire qui fait des choses incroyables, mais qui ne sont pas soutenus. Les gens, ils sont en train de se battre sans publicité. Alors, je vais pour voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir des trucs à l'extérieur. Ces efforts-là ne sont pas soutenus au niveau local. On n'encourage pas ça. Et donc, c'est ce que Maître a essayé tout à l'heure de dire. Et donc, quand je l'ai dit, je voudrais donc revenir sur la question du Nord-Ouest. Malgré tout, grand dialogue et tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Voilà le statut spécial qui se met en place petit à petit. Serge Alain, je vais dire que quand j'analyse la situation de manière profonde, j'ai envie d'être optimiste. Mais l'examen critique de la situation me pousse davantage à du pessimisme. Je dois dire que je reste quand même un pessimiste actif. Voyez-vous, nous sortons d'une élection. Vous avez remarqué que on a pris les mêmes. Et ça recommence. Regardez les 10 présidents là. Vous verrez que ce sont des têtes qui sont connues. Ce sont des gens issus d'une même formation politique, quasiment. Ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre... Non, on parlera des élections après. Restons sur le Nord-Ouest d'abord. C'est pour en venir sur la question du Nord. C'est pour vous dire que, effectivement, jusqu'ici, je n'ai pas l'impression, je peux me tromper, que le gouvernement est en train de mener des actions qui puissent véritablement permettre à une résolution propre de la crise. Vous allez voir, après le grand dialogue dont vous avez parlé, il y a eu encore beaucoup je vais dire quoi, de bains de sang. Vous vous souvenez, la récente, c'était l'affaire avec les enfants de Kumba. Avant ça, je pense qu'il y a eu Gabou, choses comme ça. Et on n'a pas comme l'impression que il y a une véritable dynamique qui vise à faire taire les armes. Et je pense que sur cette question de la crise anglophone, tout a été dit et même bien dit. Ok. Merci Linus Fogap. On va revenir sur ces deux autres aspects de la thématique ce soir, savoir les élections et la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Madame, Monsieur, dans un instant, donc ce sera le 20h. Écoute, page de pub et ce sera Cédric Nouffelé et le 20h. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Nadia Ba, Eric Yombi, Maître Fabien Keigné et Linus Fogap. Linus Fogap, centre antipersonnel licencié de côté de Camerco, selon le DG. Ça va permettre à Camerco de décoller enfin? Oui, Serge Alain, il faut dire que le Cameroun, notre pays, est dans un état de désinvolture et de sclérose totale. Vous aurez remarqué que décidément rien n'avance, rien ne bouge. Au contraire, on régresse. La mesure que vient de prendre le directeur général de Cameco est tout à fait compréhensible au regard de la pandémie qui a amené des conséquences on ne peut plus négatives sur le plan économique et social. Et effectivement, Cameco ne fait pas exception, la compagnie Cameco ne fait pas exception. Et vous allez voir que l'ancien directeur, ou du moins ceux qui ont succédé, ces différents directeurs qui ont succédé à cette entreprise-là ont brillé
par soit des détournements, soit des recrutements abusifs et fantaisistes même à la rigueur. Je ne comprends pas comment on peut avoir une compagnie qui a deux avions, je ne sais pas, et voilà, employer une kyrielle, une ribambelle de personnes. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Donc, si on veut véritablement s'inscrire dans un plan de relance, comme le directeur l'a si bien dit, il faudrait absolument, c'est incontournable, qu'il y ait ces mesures drastiques-là qui visent effectivement à réduire le personnel. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous sommes habitués à cette cacophonie-là dans la gestion. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut dans ce pays-là. Et vous savez, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, cette émission est pédagogique. Et nous l'avons démarré dans la dénonciation des travers, la dénonciation des comportements. Et nous devons toujours nous inscrire dans une logique qui consiste à interpeller les populations, interpeller nos dirigeants, interpeller les élus à plus de responsabilité. C'est une question de responsabilité et nous ne devons pas verser dans le crime de l'irresponsabilité. Et ceci est valable, encore une fois je le dis, que ce soit pour les populations, que ce soit pour nos dirigeants, que ce soit pour nos élus. Ok. Éric Yambi, Camerco, c'est 407 personnels, 130 devraient être licenciés selon le directeur général. Parce que de ce côté-là, du côté de l'aviation, on fait souvent un ratio entre le nombre d'aéronefs et le personnel. Si le licenciement de ses compatriotes peut être la solution, pourquoi pas? Mais je suis un peu sceptique parce qu'il y a eu précédemment un débat sur la table. C'était le débat d'entrée du capital des privés en ce qui concerne Camerco. Où en est-on? La vérité de Camerco aussi, c'est qu'il y a un management que j'ai envie de qualifier de public qui a échoué. C'est ça la réalité. Il faut qu'on tire les leçons. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le fait que l'État actionnaire principal et majoritaire, jusqu'ici, n'a pas fourni ce qu'on attend de cette compagnie? Il faut changer de braquet. Camerco est un gouffre à sous. Pendant ce temps, on a besoin des routes, on a besoin des hôpitaux, on a besoin des bancs des salles de classe, on a d'énormes besoins en termes de développement. Je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, chaque mois, l'État devrait verser des millions, voire des milliards à Camerco pour, j'ai envie de dire, assurer la survie artificielle d'une compagnie qui ne produit rien du tout. Il faut qu'on s'asseye, qu'on trouve des solutions. Alors, si on commence par licencier, est-ce qu'on continue avec l'ouverture du capital? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il faudrait qu'on ait un véritable projet et qu'il y ait un véritable commandant de bord. Parce qu'on a l'impression qu'il y a chevauchement de temps en temps entre le DG, entre le PCA, entre le ministre des Finances, le ministre des Transports. Il y a vraiment un capharnaüm terrible. Il faut évidemment que tout soit clair. Et on n'a qu'à regarder à côté comment ça se passe. Il y a un management de qualité avec les entreprises comme Kenya Airways, Rwanda Airways et consorts. Regardons tout simplement comment ça se fait à côté. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut donc déceler ce qui ne va pas et résoudre une fois pour toutes le problème. C'est mon point de vue. Maître Kenyé, Camerco, l'étoile du Cameroun, la fierté nationale, instrument de souveraineté qu'on n'aimerait pas laisser entre les mains de n'importe qui. On parle d'ouverture du capital au privé. C'est ça le problème. Camerco n'est ni l'étoile du Cameroun ni l'expression de la souveraineté du Cameroun. Lorsqu'on évoque cette société et quelqu'un a eu à connaître ou tout au moins à entendre ce qu'on a appelé Cameroun Airlines, on a envie de pleurer. Avec les combis, c'est-à-dire Boeing 745, 747, dont on a fabulé au nom de la 11e province du Cameroun. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je vais me poser la question de savoir, Serge Alain, on licencie aujourd'hui 130 personnes. Combien est-ce que le DG en fonction qui a été nommé il n'y a pas longtemps, parmi ces personnes, a recruté avec un plan managérial? Il faudra un tout petit peu qu'on s'arrête. Pour se dire, il me semble, depuis pratiquement 10 ans, nous enseignons au 5e
Je peux me tromper. Au 6e DG. Au 6e, imaginez. Par là. Au directeur général, pour une société comme celle-là, est-elle rentable? Qu'est-ce qu'elle produit? Qu'est-ce qu'elle signifie aujourd'hui pour le Camerounais que nous sommes? Elle ne saurait donc être une étoile, une société de souveraineté pour nous. Permettez-moi d'embrayer. Tout à l'heure, si j'ai bien suivi le journal, c'est le ministre Grégoire Ouna. Oui. Ah, vous voulez réagir? Qui l'annonçait. Il dit quoi? Le président a écouté les fonctionnaires? Le président a enfin écouté. Que les revendications se sont faites sans casse. Les revendications se sont faites sans casse. Pourquoi vous voulez à tout prix répondre au ministre? À quel niveau? Il me semble que votre tribune est une tribune libre. Justement. Une tribune d'expression démocratique. Oui. C'est pour cela que le peuple camerounais. Donc vous voulez répondre au ministre? Absolument. Allez-y. Qui est affabulé du nom du ministre de 39 000 francs CFA de salaire par mois? Je vous en prie. 36 000 francs par mois. Quel Camerounais peut vivre avec 36 000 francs de salaire? Voyez-vous, c'est Jalin, ce qui a attiré mon attention. Il y a parfois des impostures qu'on ne devrait pas admettre, même sur des tribunes comme celle-là. Lorsqu'on dit qu'on amène qu'on pousse l'âge de la retraite à 60 ans, oui, j'ai fait le profil de toutes ces personnes-là, de ceux qui nous viennent aujourd'hui. Ils ont atteint le sommet de leurs professions différentes autour de 39 ans. 40 ans plus tard, ces personnes sont là. Le projet là, le train peut aider personne, n'aidera jamais le peuple camerounais. Que vous ayez 80 ans, que vous en soyez, à prolonger l'âge de la retraite de votre fils à 60 ans, pour qu'il soit quelqu'un, c'est un aveu d'échec corrélativement avec Kameko qui n'est plus le symbole de la fierté, de la souveraineté de notre pays. Ces gens ont échoué. Il faut qu'ils dégagent le plancher. Ok. Nadia, pour vous, Kameko, la solution passe par ce licenciement Mr. Sesh, I always have a massif. Là, c'est 407 personnes. Yeah, Mr. Sesh, on met 130 dehors. Mr. Sech, I always have a problem with the governance of Cameroon. You know, there is a problem of there is no continuity, because as we rightly heard, it's a new director of the company that came and know he's like doing anything he wants. There is no continuity in the management of Cameroon. There is, everybody can do anything at any time, because if you look at what is happening in Cameroon, this minister will rise up and say this thing, the other person will contradict it. So I believe that there is a problem of management, there is a problem of incontinuity in Cameroon. And there is a problem of embezzlement, because recently we saw how the state allocated a budget for Kameko to be run, because they said their capital is being reduced. But now we see that they are trying to send Cameroonians back to the quarters. My question is, what will they become? What will they become? Does the state really care about Cameroonians, or they care just about what they can gain? That is the problem, because these 130 Cameroonians who are going back to the quarters, how are they going to live? They are accusing the COVID-19, they are accusing what kind of what they are doing, but to me, I think those are flimsy reasons. Those reasons are not really reasons that will send back these people, because you were given a budget to run this Kameko, which has those two planes. It's an abomination for a country like Cameroon. And for me to conclude, I'm going to say that Cameroon and its government always copy the wrong thing. They can never do something good. They always copy the wrong thing. They always want to attract negative criticism. Like my brother said, he took it from my mouth, because I really wanted to go back to what Gregor Ouna said, because it's to me it's not normal. If I don't use the term which is hard, like madness, because you cannot come out and applaud someone who says the retirement age of Cameroonians rise up to 50 and 60. What is good about that? When the lambda Cameroonian cannot live normally. He was the one that got up and said a normal Cameroonian can live with 36,000. It's an abomination. Those are issues that we're supposed to put on the table and tabled out, not issues of retirement age. Because this retirement age which they are given is still to the favor of his people on power. Is still on favor to those who are on power, who are eating fat from the state and do not want to shift.
Le ministre dit que le président a écouté He has les listened. fonctionnaires. Yes, that's Que the ça only s'est plight. passé sans casse. That's the only Ça plight. veut dire quoi? That's the only plight. I don't know who they are talking about. I don't know who they are trying to attack. But to me, I think it's a wrong discourse for him to come out and talk while smiling. It's an abomination. It's like he's bringing out his personality. Important issues that were supposed to be spoken about and tabled out for him to bring to his president, he will go by telling us about age. What has age got to do with the problems Cameroonians are faced? Cameroonians are hungry. They have no schools. They are not educated. Go to the north, you will see that children are sitting on the floor to go to school. Those are important issues that were supposed to be targeted. You come out and tell me the president has listened to the plight of Cameroonians and it has gone well without going on public riot. It's nonsense to me. Please, Mr. Gregor, please, you should. C'est la diversion, madame. Sometimes I really feel like everything is wrong with the government. Everything. Everything? Everything is wrong because they do nothing right. They always do nothing. There is nothing they can do right. Everything they do is an abomination. They always attract public opinion for them to ameliorate. And even if they ameliorate, they always ameliorate to the favor of them. You can see they are sending our Cameroonians to the quarters. What will they become? Meanwhile, state budget were given. Where has the money gone to? Cameroon is really in a ramshackle manner to me. Non, ça c'est le directeur général qui fait. Yes, and we saw Gawona going there to go and say he's trying to appease the situation. Voilà, justement. What will he bring? What will he say? What has he said? Will he stop these Cameroonians not going back home? Is he going to put food on these people? Because these are families who go hungry, children who go without education. And they are causing more harm than good. Because the government found it very important to increase their state, their capital, for them to be able to manage this company. But yet we are moving behind. Cameroon is not advancing. We need a change. We need a change in this country. Ok, merci. On parle justement de 2020 avec les élections. 2020 a démarré en février avec les élections municipales, législatives. Fabien Kenyé, maître, vous avez dit non, vous n'allez pas aux élections. C'est Alain. Le 25 novembre 2019. Le 25 novembre, nous avons dit que nous n'allions pas aux élections programmées pour février 2020. Autant que je me souvienne, le peuple camerounais nous a écoutés. À la fin, le taux de participation était de 20%. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'acteurs politiques, je ne dois pas citer leur nom, qui comprennent la vision de son excellent le brillantissime professeur Maurice Kamto pour ces pays qui ont dit qu'ils auraient dû le suivre. Quel était l'objectif de ces élections? C'était la chute du code des collectivités, du code général des collectivités territoriales décentralisées, qui venait d'où? À la suite du grand dialogue institué et mis en place par M. Biya, qui pour moi est le président illégitime du Cameroun, et néanmoins absent. Nous avons conduit ces élections jusqu'à la fin. Je crois que les derniers ingrédients qui entrent là dans sont les conseils régionaux et le conseil régional. À la fin, où nous trouvons-nous. Mais ce qui m'importe, pour ce qui me concerne, en tant que militant du MRC, je crois son représentant ici, c'est que je sais. C'est qu'au regard de... Au MRC, on ne regrette toujours pas de n'avoir pas participé à ce double scrutin. Nous avions dit, le premier objectif, nous contestions le holder électoral, nous voulions un code électoral consensuel, nous voulions que la guerre cesse dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui représente, je crois, quand même 20% de la population camerounaise. Je dois, puisque vous me tendez la perche, dire que le DPC aujourd'hui, au niveau de la région du nord-ouest, sud-ouest, a toute la représentation locale qu'il faut. Malgré la guerre qui sévit là-bas. Or, il me souvient qu'en 2016, Serge Alain, il faut que les populations comprennent très bien. Le DPC avait été chassé. Je crois leurs infrastructures pour les meetings vandalisées.
Comment peut-on aujourd'hui admettre que ce RDPC-là soit devenu le parti représentatif dont l'État RDPC revendique son socle granitique dans le sud, qui se soit déporté, ça c'est entre guillemets, au niveau du socle granitique du LDF, et que ceux qui avaient pris fait et cause bien avant pour ce parti aient adhéré à cette cause-là. Ces élections n'auront donc accouché de rien. Parce qu'à la faveur des élections couplées législatives et municipales, nous avons observé, la communauté internationale avec nous, ça ne vient pas du MRC, que ces élections ont été boycottées à 20%, comme je l'ai dit. Puis ça en ont suivi les maires des villes. Par la suite, les conseils régionaux. Ce que je retiens aujourd'hui, Serge Alain, c'est que ces élections sont d'une légitimité et d'une violence extraordinaire qui ne peut pas être un élément de résolution du conflit ou du contentieux politique que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Okay. S'il vous plaît, je n'aurais pas terminé sans évoquer ce qui a émaillé en ce qui concerne nos amis politiques qui, pour tout simplement avoir dit qu'ils ne voudraient pas que ces élections aient lieu, ont été embastillés, torturés. Et quand je le pense... Vous parlez des régionales maintenant? Bien avant, quand je le pense. Avant les régionales, il y a eu Rosan Jimeni, qui avait été arrêté, torturé, emprisonné pour avoir dit non aux élections. Aujourd'hui, nous avons le professeur Alain Foguet, le trésorier national du MSC, autant pour moi. Nous avons Bibou Nissa, porte-parole de Maurice Kamto, pour ne pas continuer à plonger les mots, qui sont détenus alors qu'ils n'ont même pas marché. Vous avez Salomon Beyas, qui est l'un de vos intervenants ici les plus appréciés, pour avoir marché à main nue, qui sont en prison avec près de 150 autres Camerounais qui ne font pas nécessairement partie du MSC. Où allons-nous avec ça? Je voudrais donc demander à ceux qui nous gouvernent d'avoir un tout petit peu d'humilité pour que, à partir de 2021, qu'ils comprennent qu'ils ont échoué, que malgré leur fémania, leur pickpocket politique, ils n'ont pas réussi à nous convaincre que le peuple tout entier là leur a tourné le dos, non sans féliciter la diaspora camerounaise qu'on a enregistrée, qui sera montrée absolument entreprenant, surtout en domaine de Covid-19. Vous avez permis de comparer plus de 60 000 docteurs aux États-Unis, partout, dans les 4 coins du globe. Voilà, Nadia Akwen-Ba, vous étiez candidate pour la régionale, département du Vouri. Bon, il y a quand même le PCRN en février, c'était la grande euphorie, beaucoup de sièges. 5 sièges à l'Assemblée nationale, beaucoup de mairies, mais on est passé de l'euphorie, on va le dire comme ça, à la désillusion pour les régionales. En fait, monsieur Serge, je vais commencer à vous dire que le PCRN, c'est un parti républicain, donc c'est un parti légaliste. Et nous ne pensons pas à la politique de la siège vide. Ça veut dire everything that will bring change to the country, we are participants. We went in for the twin elections, and we had 5 deputies, and we had mayors and municipal councillors. Now, when we went to the regional elections, our first motive for these regional elections was because, according to what they brought to us, was that these elections was meant to bring peace to the Northwest and Southwest. It was meant to fast forward decentralization. It was meant to bring positive aspect because Cameroon is tensed at this moment. So PCRN, as a legalist party, as a party that believes in positivity, because we are a positive party, we believe in anything that might bring a change in Cameroon. So that was our first push factor. Secondly, we went in as on était d'abord en désavantage dans ces élections parce que nous voyons que c'est une élection indirecte, which is the municipal councillors that were supposed to vote for us. So we saw that the LDPC had the majority and the PCRN was already, we were minute. Et dans l'Union Ekele? In the Union Ekele, we can tell you that the militants of the Union Ekele, the municipal councillors, we will say that these were just fabricated people because
I Tout ça, cannot. vous parlez de vos conseillers? Yes, avant? I talk of the Qui les municipal a council. fabriqués? Because you know, PCRN, on peut dire c'est notre fief dans l'Union Ekele, et it attract. Et Zeka, c'est le fief du PCRN? Aussi. L'Union Ekele? L'Union Ekele, oui, c'est le village de notre président. Non? Qu'est-ce qu'on fait? Attends, j'arrive. So when we talk, we during this municipal councillors and the results, people came out with negative aspect. PCRN did not lose. We had all 30. It was just like 30 people who voted on the contract. It means they were not into us. Our ideology was not embedded in them. So we believe that they were not part of us. Because let me tell you, when you are in a political party, you need to believe in the ideology. You need to love what you do and believe that what I am there, this is where I belong. You need to find yourself. So they did not find themselves there, so they voted for what they voted. So we are not crying. We are not crying. We did not lose. Because at the end of the day, we had 60 of our municipal council that voted for us, and just 30 voted for the opposite party. So you will not tell us that something extraordinary happened. It is very normal. It is very normal. And we saw that the RDPC went there and spent a week. It means they are really afraid of us. PCRN, c'est un parti pertinent, et nous le disons. Vous dites que qui a peur de vous? Le RDPC a peur du PCRN. Oh, ça. Ils ont peur de nous parce que nous voyons, vous allez constater depuis un certain moment, on nous perturbe. On vous arrête même. Bien sûr, nous sommes enfermés parce que nous croyons à notre idéologie. Parce que nous pensons que le PCRN, c'est un parti qui va amener le changement dans ce pays. Et je vais vous dire que l'opinion publique a toujours dit que le PCN c'est un allié au RDPC, ce qui n'est pas la vérité. Nous avons vu ce qui s'est passé pendant les élections régionales. Vous avez vu comment le RDPC, comme ils sont des gourous qui sont toujours là pour appréhender le pouvoir, ils ont fait ce qu'ils ont d'habitude de faire. Donc, on ne peut pas dire que le PCN, c'est un allié. Ils nous enferment, ils nous torturent et ils nous bastonnent. Bon, je peux dire, le PCRN sort toujours vainqueur. Nous avons appris et prochainement, we will re-strategize because PCRN is not yet 1 year old. We are still babies. So we are learning. So we have learned from our mistakes, and next time we are going to ameliorate. So we have not lost, we have learned, we have gained experience, because this is the first ever regional elections. And PCRN's ideology is everything that brings positivity, we are a partaker. Oh. Because change of a country can only come through vote. You cannot go on public riot to take part. No, because we are legalists, and we want to prove to the world that PCRN is going to take part. And I bet you in 2025, we're going to be at it. That's a showcase. Vous serez étudié? Bien sûr, le PCRN sera étudié en 2025, c'est sûr. C'est sûr. Nous avons appris, nous avons acquis de la connaissance et nous savons qui est avec nous et qui est contre nous, parce que les choses comme ça sont vraiment importantes. Le timing a été très bon pour nous prouver que cela n'était pas avec nous. Donc vous étiez déjà avant ensemble. Pardon? Vous étiez avant ensemble. Mais parle de leurs conseillers municipaux. Je parle de nos conseillers municipaux. Sur le plan légal, oui. Vous êtes un parti légal, oui. Républicain. Oui. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes certifié devant les Camerounais, oui. Vous êtes sur le plan légal, vous êtes respecté? Bien sûr, nous sommes respectés parce que nous sommes légalistes. Dans l'État est légal. Bien sûr, parce que si nous partons dans l'opinion publique, le MRC n'a plus de valeur. Je ne parle pas du MRC. Non, parce que vous êtes en train de parler du PCRN. La politique de la chaise vide ne vous apporte rien. Oui, le PCRN est légaliste et nous allons toujours aller dans les urnes. Pendant qu'on arrête, vous venez tout à l'heure. Bien sûr, nous allons. Bien sûr, nous allons. Des documents, c'est que nous décrions depuis. Oui. Dans le sud, me semble-t-il. Oui. Il semble que mon confrère bébé était avant-hier ou c'est hier. Oui. Dans le sud. Avec le président national. Oui. Vous faites quoi? Pour enlever l'un de nos confrères qui a été arrêté. Le régional. Merci, c'est pas ça, je vous en prie. Linus, ce n'était pas légal. Nous vous appelions à ça, vous nous comprenez. Oui, on vous a compris, maître. Le PCR est un parti légaliste. Oui, on vous a compris. Linus, regarde, pour vous, il y a une avancée. Les élections 2020, législatives municipales et les régionales en décembre, ça a permis de redistribuer des cartes sur le plan politique. Serge-Alain, objectivement, je pense que beaucoup a été fait, oui. Mais beaucoup reste à faire. Il faut rester un peu mesuré. Nous parlons de décentralisation. Il faut dire que avec les conseils régionaux, là, on peut mettre ça à l'actif du gouvernement comme des avancées, mais il reste que ce sont les mêmes gens qui reviennent.
Donc maintenant, sur le plan administratif, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire parce que le frère Eric tout à l'heure parlait de chevauchement. Effectivement, ce chevauchement est observé partout. Il y a un chevauchement administratif entre le président de conseil et le gouverneur. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui va faire quoi. Vous voyez un peu ces choses-là. Et ce chevauchement-là est également observé entre le président de... Non, le code est clair. Hein. On sait ce que fait le représentant de l'État et on sait ce que fait le président du conseil régional. Oui, ça c'est sur le plan formel. Mais je vous dis que... Le problème ailleurs, sur la présence de ce représentant de l'État, c'est là-bas tout le débat. Effectivement. Alors qu'il y a un président de conseil région. Mais ça sert donc à quoi toute cette cacophonie-là? Vous avez le super maire qui est là, vous avez le président du conseil régional qui est là, vous avez le gouverneur. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on veut? On a comme l'impression qu'on entre encore dans une dynamique budgétivore pour effectivement ruiner les fonds de l'État. C'est dans cette dynamique-là. Sinon, quand je prends l'exemple d'un pays comme la RDC, mais c'est un pays qui est divisé en régions. Il y a près de 26 provinces. Voilà, provinces, je veux dire. Et puis, il n'y a que le gouverneur là-bas. C'est comme ça la décentralisation. Mais quand vous avez tous ces gens-là sur place, mais c'est quoi? On n'avance pas. Donc, au-delà de ça, mon très cher frère Serge Alain, il faut dire que pour revenir sur la question du MSC et sa non-participation, je vais peut-être donner mon avis pour dire que l'expérience a montré que, quoi qu'il en soit, la politique de la chaise vide ne paye pas. Évidemment. Si vous prenez les exemples, moi je fais une analyse empirique et factuelle. Vous allez voir en Côte d'Ivoire, vous allez voir à Burkina Faso et peu de partout, l'expérience a montré que la politique de la chaise vide ne paye pas. Quand le président, le professeur Maurice Kamto prend sur lui la responsabilité, ou du moins quand le MRC prend la responsabilité de ne pas aller aux élections, je me suis dit, mais pourquoi cette décision? Je me suis posé des questions. Avec quelle règle fallait-il aller à ces élections? J'en viens. Nous sommes en politique. Il ne faut pas faire comme si on était... Nous sommes en politique. Tout à fait. Effectivement. C'est-à-dire que... Nous allons pour faire quoi? Ceux qui sont là, effectivement... Dans un terrain de jeu, un match de football, dans un stade... Je vous en prie, maître. Tous les règles du jeu sont préparées, ainsi de suite. Pour faire quoi? Il ne faut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Ce sont le fait de la figuration en Afrique. Permettez. Je vous en prie. C'est Linus qui a la parole. Merci, Serge Alain. Maître, il ne faut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Nous sortons. C'est ce que disait M. Abendomou. Très bien. Pour que vous le citiez bien. Très bien, effectivement. C'est ça. Merci pour la précision. Et donc, cet idéalisme béat là, nous ne sommes pas dans ça. Il faut reconnaître les réalités. Vous avez en face de vous un régime qui a près de 40 ans. Nous avons les armes pour le détruire. Laissez-moi évoluer, maître. Quand vous parlez, moi, je ne vous ai pas coupé. Donc, je dis, vous avez en face de vous, nous sommes sur l'arène politique, nous sommes dans un jeu politique. Et vous avez en face de vous un régime qui a près de 40 ans d'âge. On ne déracine pas ce régime comme ça en faisant des choses qu'on ne fait pas aux élections. Il faut faire très attention. Si le MRC avait participé aux élections, le MRC aurait eu au moins 3 à 4 députés, 5 et 6 et plusieurs communes. Cela devait donner une certaine vivacité sur la scène politique. Sur le plan institutionnel, même le MRC devait peser. Figurez-vous que ce que le député Nietzsche est en train de faire là, s'il y avait 2 ou 3 députés ou 10 députés MRC à l'Assemblée nationale, laissez-moi développer. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez imaginer le poids de ce que cela pouvait apporter comme changement? Donc je vais dire que je ne sais véritablement sur quelle base le MRC a décidé de ne pas aller aux élections, mais je peux vous dire aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, que c'était une très mauvaise décision. C'est ça mon analyse. Et je conclue donc en disant que, quelles qu'en soient les règles du jeu, nous sommes en politique, il faut tout faire. C'est pour ça que vous allez voir, effectivement, ceux qui sont arrivés dans votre parti pour essayer de se positionner à l'effet de faire un certain nombre de choses sont partis. Et si nous continuons dans cette logique-là, vous allez voir au bout de 5 ans, beaucoup de gens vont se fatiguer, ne vous leurrez pas. Et dit au bout de 5 ans, ceux qui sont là, ils sont venus pour se positionner, vont se fatiguer.
Et c'est le parti, effectivement, qui va perdre, effectivement, que ce soit en notoriété, que ce soit en pouvoir sur le plan stratégique. Donc, je dis que c'est, encore une fois, c'était une mauvaise décision. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de voir, les gens sont en train de Éric Yombi, je vous pose la même question. 2020, élection, on a vu le PCRN au niveau législatif et municipal, mais fortune diverse pour les régionales. Le SDF qui a fortune diverse également, qui a perdu beaucoup de sièges et beaucoup de mairies. Cette redistribution des cartes après les élections de 2020. Votre analyse? Redistribution des cartes peut-être, mais ce que nous voyons, c'est que le RDPC reste un parti ultra fort, ultra majoritaire. Et ce qui m'inquiète particulièrement, c'est le difficile rajeunissement de la classe politique au Cameroun. On a l'impression, si ce n'est la certitude, que c'est toujours les mêmes. Il y a un minuscule dosage qui est fait en ce qui concerne l'entrée des jeunes, comme le leader de votre parti politique, mais de manière globale, ce n'est pas ce qu'il faudrait, compte tenu du fait que, en réalité, au Cameroun, plus de 60% de la population camerounaise est jeune. Je vous ai également écouté tout à l'heure, je suis inquiet. J'ai entendu MRC, PCRN, on doit y aller, on ne doit pas y aller. Vous savez, c'est le peuple qui, moi, m'intéresse. Tout à fait. Je ne l'ai pas entendu dans votre sémantique, je n'ai pas entendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les statistiques sont connues concernant le Cameroun. 2014, plus de 8 millions de pauvres, d'accord? Selon l'indice du PNUD, le Cameroun est 150e sur 162, d'accord? Nous avons environ 20 couveuses au Cameroun, ces appareils respiratoires, enfin, environ 20 appareils respiratoires au Cameroun. Voilà les défis. Ma question est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques peuvent avoir une plateforme minimale concernant les préoccupations des Camerounaises et des Camerounais? Et chaque fois que je vous regarde, j'ai l'impression que vous vous battez pour vos deux fesses. Et moi, ça me dérange. Jamais. Et moi, ça me dérange. Ce que moi, je souhaiterais, avec les défis qui nous attendent, avec les problèmes que le Cameroun a en ce moment, et Dieu seul sait qu'ils sont graves, que vous ayez au moins une plateforme minimale. Vous ne pouvez pas être d'accord sur tout. Tous les partis ne peuvent même pas déjà s'accorder, mais qu'il y ait une plateforme minimale. Et que cette plateforme minimale étant mise en place, que ça constitue une véritable force. Vous n'avez pas l'impression comme moi, quand vous regardez autour de vous, il n'existe que les partis politiques. Mais les partis politiques ne sont pas les seuls acteurs constituant les forces politiques. Les syndicats ont disparu, ou si vous voulez, ils ont été totalement broyés. Ça veut dire que vous, partis politiques existants, vous avez une responsabilité énorme dans le champ politique camerounais aujourd'hui. Dans les Camerounais qui nous regardent aujourd'hui, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont malades, ceux qui ont envie de manger. Nous sommes aujourd'hui en période de fin d'année. Il y a beaucoup qui n'ont pas un repas digne de ce nom. Et lorsqu'ils vous écoutent, ils ont envie de rêver. Ils ont envie de savoir qu'en 2021, les choses seront autrement. Mais pour leur montrer aussi symboliquement que l'horizon là qui se pointe peut être un horizon assez intéressant, que vous vous donniez la main sur des choses minimales, que vous arrêtiez de vous battre comme ça en public parce que ça nous fait honte. Nous voulons honorer ces Camerounais qui ont faim, qui ont soif, qui veulent se soigner et qui veulent passer à autre chose. Merci. Faites-nous cet honneur-là de vous mettre ensemble sur des choses minimales. On va organiser. Non, on va organiser. Je vous ai dit que ce n'est pas un parti. Nous sommes mariés. C'est un esprit. Ok, merci, on vous a compris. Toute personne qui vient là-bas de manière opportuniste ne trouvera pas lit. Voilà, merci. Rapidement, Et je voulais répondre à mon frère. Je voulais dire que le PC, c'est un parti qui met l'humain au centre de tout. Nous avons fait des dons au nom. Nous avons fait des dons au nom. Et vous voyez, notre député, l'honorable Cabral Libi, il s'est battu pour les tasses qui ont été mises sur les téléphones. Merci. Et vous voyez, le PCN se bat pour l'humain. Et la population lambda se voit dans nous. Merci Nadia. Merci à vous, Linus Fogab. Mon très cher frère Serge Alain. À vous. Merci Éric Yombi d'être venu. Merci. Merci Maître Fabien Keigné. Qui souffre avec ses détenus politiques. Je leur souhaite beaucoup de courage. Ok, merci, le message est passé. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette avant-dernière édition de l'année Equinox Soir. On se retrouve demain pour la dernière, c'est très spécial, à partir de 19h déjà. Et après, ce sera le décryptage du discours du chef de l'État à la nation. Bonne soirée à vous. Bonsoir, Badré Femme.